bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 225e ce soir, c'est un effectif réduit, mais un effectif de qualité, messieurs, dames, puisque dans les buts est gardien des réseaux sociaux et notre gardien de but, il va même jouer attaquant, il va faire double poste ce soir. Wow. C'est Vincent, comment il va, Vincent? Ça va super, merci. Je voudrais commencer cette émission par une dédicace, oui. si tu peux me permettre. Mais permets-toi. Je voudrais saluer l'ami Jean, supporter socialien qu'on a reçu il y a un petit moment, qui nous parlait donc de l'opération avec les sociaux chauds pour sauver le club. Et il m'a fait un petit cadeau aussi à Mehdi, vu qu'on a participé avec la feuille de match à sauver. On est social de Sochaux. Voilà, on est actionnaire, donc il nous a envoyé l'écharpe. Voilà, j'ai montré à la caméra, qui est très très jolie en plus. Donc on a réussi ça avec un petit message de remerciement. Donc voilà, je voulais le montrer. Puis montrer aussi, on a vu ça avec Spearing, mais les belles histoires dans le foot, ça existe. Le club était quand même au bord de la faillite, il repart, National 1, mais il repart. Et ça sauve aussi un petit peu la région, donc je trouve ça assez beau. Donc j'embrasse Jean et peut-être en Coupe de France. On espère, ce serait drôle, un petit déplacement bonal. Enfin drôle, je sais pas si c'est drôle, mais ça peut être sympa. Il va jouer milieu de terrain, il va jouer en défense, il va jouer partout parce qu'on est vraiment pas nombreux ce soir. Mais en vrai, je vous l'ai dit, ce sera quand même une émission de qualité avec des invités de qualité. C'est notre chroniqueur Sacha qui représente Média Tolosa. Comment ça va, Sacha? Salut, bonsoir tout le monde, ça va super, très heureux des dernières nouvelles et puis hâte que la Ligue 1 reprenne parce que le rugby c'est bien mais le foot c'est mieux. Il a la technique ce soir, c'est son grand retour, mais même moi j'y croyais plus, je vais pas vous mentir. Mais il est de retour, il est malheureusement en technique ce soir, mais il sera en plateau les prochaines fois. C'est Elliot, comment ça va Elliot? Eh ben écoute, ça va très bien. Moi aussi je m'y attendais pas à ce que je vienne ce soir. Je suis venu comme ça et puis je vous ai vu dehors et puis j'ai dit et si je venais faire une petite émission et puis voilà. T'as bien raison. Depuis qu'on a tiré Liverpool dans le groupe, tu t'es dit tiens ça a l'air sympa cette émission, je vais peut-être participer. Ouais. J'avais des petits échos avant qui me disaient que c'était bien et puis là apparemment ça a l'air très bien, donc je vais voir ce que ça donne ce soir. Au programme aujourd'hui, ce soir, nous allons avoir des petites news, le programme du week-end avec tous les matchs des féminines ainsi que des jeunes du centre de formation, un nouveau débat sur Spearings parce qu'il est arrivé, c'est officiel. Ensuite on enchaînera avec Antoine Gérard qui sera le coach des féminines qu'on aura par téléphone pour nous parler de l'avant-saison des féminines qui reprennent le championnat ce dimanche à Clermont-Ferrand. Et enfin on terminera par la preview de Marseille-Toulouse avec notre ami Naïm, merci. Je vais dire Bilal, mais Bilal, c'est son pote. C'est son pote, voilà, c'est ça. Donc pour nous présenter l'Olympique de Marseille et parler de ce match. Voilà pour l'heure d'émission. On est bien sûr sur le Facebook Live de la Feuille de Match, de Radio Xtania, ainsi que celui de Twitch, de notre chaîne Twitch La Feuille de Match. Mon cher Vincent, est-ce qu'on a du monde qui est connecté ce soir? On a déjà Freefly, Taki Potter sur Twitch, on a Thierry, Nico, Serkin sur Facebook déjà. On salue tout le monde. Bienvenue à tout le monde et on va... Les subs, l'abonnement aussi. On va faire un gros coucou aux absents. Fred qui est excusé, Mehdi, Ben, Clément, Yves ainsi que Nathan qui est au match Nouvelle-Zélande-Namibie. Et Auxence, pardon, oui, mais j'avais pas fini, c'est vrai. Et Nathan, et Auxence qui est blessé et qui et Elliot aussi. Non, Elliot, il est là pour une fois ce soir. On embrasse Nathan qui aura plus de chances de voir des matchs de Coupe du Monde que ceux du TFC en Coupe d'Europe. Mais ça, on y reviendra après. Allez, pour la 225e, c'est parti. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. N'hésitez pas à nous appeler au 05 61 80 40 40 si vous voulez réagir, surtout par rapport au débat Spearings. Ensuite, nous, on va commencer par les petites news. La billetterie qui est toujours ouverte à l'extérieur pour le parquage à Marseille, 10 € comme dans tous les stades de France et 20 € pour l'Union Saint-Gilloise. Néanmoins, c'est complet chez les NVDRS, donc vous pouvez vous rapprocher de différents autres groupes de supporters comme les Visca ou même les Oxyfans en direction de Paris. On a maintenant la programmation qui est tombée. Ouais, pour les journées de Ligue 1 et Ligue 2 pour la période 2024-2029, il y a l'appel à diffusion qui a été lancé. Normalement, ça sera le diffuseur ou les diffuseurs seront connus le 17 octobre avec les principaux lots. Mais on connaît déjà le planning par contre qui a été avec quelques évolutions, qui a été donc dévoilé. Toujours un match le vendredi à 21h, le samedi un match à 17h, nouveauté le match à 19h et un match à 21h. Le dimanche, il n'y a plus de match à 13h. Le seul match, ça c'est cool. Il sera à 15h. Ça, c'est cool. Et du coup, le multiplex glisse de 15h à 17h, puisqu'il y aura 3 matchs à 17h et terminera avec la grosse affiche le dimanche à 20h45. C'est mieux. T'en penses quoi, toi, Sacha? Moi, je trouve ça mieux quand même. Personne n'aime le dimanche à 13h. Ouais. De toute façon. Et oui, non, après, c'est quand même étalé sur tout le week-end, donc je pense que c'est ce qu'ils voulaient, mais
c'est mieux. On a vu que parfois il fallait être malléable quand il y a des chaleurs ou des trucs comme ça. Donc c'est bien d'avoir pris ça en compte et d'avoir des horaires qui sont plus adaptés pour n'importe quel moment de la saison. Puis pour les commentaires au Danube aussi, c'est quand même beaucoup mieux parce que les matchs à 13h, c'était quand même chiant. Faut pas se mentir. À moins de dormir sur place la veille. Et encore. Ce qui peut être possible. On enchaîne avec le mercato. Et le mercato, il n'est pas fini. On va parler du départ de Junior Fellings, qui est prêté toute la saison sans option d'achat en D1 serbe au FK Voždovac Belgrade, actuellement 5e. Et voilà, j'ai pas du tout travaillé en plus. C'est ça qui est encore plus beau. T'es cohérent avec Fleming, du coup, t'as pas du tout travaillé. Exactement. C'est pas une grosse perte. On lui souhaite bon voyage dans son nouvel Erasmus. Il est vieux pour un Erasmus quand même. Oui, c'est vrai qu'il est vieux pour un Erasmus. Un Erasmus en retard. Prêt sans option d'achat. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Je pense que l'année prochaine, nous le reverrons. Enfin, je pense qu'on le reverra jamais. On l'a jamais vu. On le reverra Techniquement, jamais, on peut le revoir. Hein. Techniquement. Oui. Écoute, bon vent à lui et bon courage. Allez, on enchaîne avec nos internationaux qui étaient de mèche, enfin de mèche, et tout, qui étaient sur le terrain toute cette semaine. Oui, on avait déjà parlé de la moitié des résultats ce lundi. Il y avait encore ce mardi, pardon. Il y avait encore quelques matchs sur cette fin de semaine internationale. Donc à Boukla, les Bangrés se sont rencontrés lors du match Maroc-Burkina Faso qui était mardi, si je ne me trompe pas. Le premier, donc à Boukla, les rentrés à la 67e minute à la place d'Adli, à l'ancien Pichoun. En parlant de Pichoun, c'est Bangré qui lui est rentré à la 80e, victoire 1-0 des Marocains. Christian Caceres a joué à la dernière demi-heure de la victoire du Venezuela 1-0 contre le Paraguay. Soiseau, de son côté, lui, a joué l'intégralité du nul 0-0 contre la Colombie. Avec Rest, il est le seul Toulousain à avoir disputé l'intégralité des 2 matchs en sélection de la période. Les U19, donc les Bleus, ont bien battu la Serbie 1-0. Et on avait bien Lamadi qui était titulaire et Mawissa, il l'était également. Donc on s'était trompé lors de la dernière émission. Voilà, un petit mea culpa. Donc c'est Vélo.com qui proposait aussi un petit bilan des internationaux donc concernant la CAN, vu que c'était les derniers matchs qualificatifs pour la compétition qui aura lieu le 13 janvier au 14 février en Côte d'Ivoire. Et nous avons donc potentiellement 6 joueurs concernés, puisque Logan Costa est qualifié avec le Cap-Vert, Mamadi Bangré avec le Burkina Faso, Zakaria Bouklal avec le Maroc, auquel on peut ajouter Moussa Diarra qui était régulièrement sélectionné avec le Mali mais non convoqué lors de cette trêve, Yanis Begraoui qui pourrait aussi faire le grand saut entre Espoir et A, et potentiellement Franck Magri qui a la double nationalité franco-camerounaise. Le programme du week-end qui a été diffusé sur tous nos réseaux sociaux, donc la feuille de match sur Insta, sur Twitter, Foot, Facebook. On vous a donné tout le programme et on vous le redonne ce soir à l'émission. On a la N2 qui se déplace à Bourgoin-Jallieu ce vendredi soir à 20h. Les 19, eux, ils auront la réception de Nice samedi à 11h sur l'annexe Bristaton. Les 17, eux, donc recevront Balma dimanche 15h sur l'annexe Bristaton également. Là, les 3 déplacements à Clermont dimanche à 15h. On va en parler tout à l'heure avec le coach qu'on va recevoir dans une vingtaine de minutes. Restez bien connectés. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les balancer sur Twitch. Il sera là pour parler de cette reprise du championnat. Et après, donc, pour terminer avec les féminines, l'U23 ne joue pas cette semaine. Pas de match de Régional 1. Et l'U19 recevront la Saint-Etienne dimanche à 11h sur l'annexe 3 du Stadium. Donc, il y a quand même quelques matchs au Stadium. Il y a quand même quelques matchs par rapport à la semaine dernière. Mais j'espère que ça va un petit peu changer parce que là, c'est un peu inégal, quoi. C'est soit tous les matchs extérieurs, soit tous les matchs à domicile. Il n'y a pas trop d'entre-deux pour le moment. Donc espérons qu'on puisse un petit peu plus suivre cette année, avec moins de doublons. Merci, c'est gentil. J'en ai plus, j'ai l'impression de voir la SM, mais... c'est des équipes qui ne gagnent pas toutes les deux, donc si tu veux, ça passe. C'est bon ça. Allez, maintenant on va parler de choses qui nous ont rendus heureux ces derniers jours, et on va parler... Peut-être qu'on va casser un petit peu l'ambiance, je suis désolé, mais on va essayer d'être le plus lucide possible sur le cas Spirinx qui vient de re-signer au TFC. Alors, tout d'abord, avant qu'on commence, d'après lesviolets.com, c'est un prêt sec avec une clause pour ne pas jouer contre le TFC à l'aller et au retour, donc le Lens TFC ainsi que le TFC Lens. Toujours d'après les Violets, un accord a été trouvé pour moins de 50% du salaire total. Donc certaines sources proches du TFC évoquent un montant nettement supérieur à ce que Spirinx gagnait l'année précédente, bien moins élevé que ce qu'il aurait pu obtenir s'il avait prolongé son contrat à Toulouse. En échange, Damien Comolli sait qu'il risque de perdre définitivement le joueur d'ici la fin de la saison. J'ai fait un message pour être totalement honnête dans le groupe, dans notre groupe entre nous de la feuille de match, et je l'ai repris parce que voilà, j'ai quand même pas mal d'interrogations et on va essayer d'en débattre ce soir autour de la table. Moi, il y a un truc je suis très content et très heureux de revoir Stein au TFC, l'accueil qu'il a eu à Blagnac dans la semaine, je trouve ça fantastique.
Mais il y a 2-3 trucs qui me gênent un peu. Le mec, déjà, on le considère comme une légende. Moi, je trouve déjà c'est un grand mot, le mot légende. Il a quand même fait 3 ans de TFC, mais c'est pas... Voilà, enfin, tranquille. Après, on veut lui donner le capitanat de suite. Il y a eu des sondages qui ont été faits sur ça. Calmons-nous. Mais surtout, maintenant, sur le plan sportif. Déjà, il y a un flou sur sa prolongation, déjà, je trouve. On ne sait pas qui n'a pas voulu prolonger. Si c'est lui, son agent, le président, parce qu'il ne lui donnait pas assez. Qui dit la vérité dans tout ça, on ne sait pas. Ensuite, là, il revient après 83 jours passés à Lens, donc 4 matchs qui n'ont pas été bons. Dans quel état va-t-il revenir? Il ne joue pas à Lens parce que c'est un schéma à 2 milieux de terrain et qui n'est pas bon dans ce schéma-là. Nous, on joue à 2 milieux de terrain en ce moment. Donc, est-ce qu'il faut repasser à 3 pour le mettre titulaire et le mettre en place? Il vient, parce qu'il ne peut pas jouer l'Europe, il va jouer que la Ligue 1. Il va venir en prêt, il va sûrement se relancer chez nous et Lens va sûrement le revendre à la fin de saison, donc ça a du bénéfice. Il y a beaucoup de questions, je trouve, sur ce retour de Spearing. On cherche ça, oui, pardon. Non, tu oublies un truc quand même sur le programme, c'est comme la faute à Siro. C'est vrai que j'avais oublié de le préciser, mais bon, après, on l'embrasse, on lui souhaite bon courage, en tout cas. Bon voyage. Ouais, bon. Par rapport à ce retour de Spearing, déjà en termes d'émotion, Sacha, est-ce que tu es heureux déjà, juste en termes d'émotion du joueur, est-ce que tu es heureux qu'il revienne? Très très heureux. Moi, j'ai ressorti le maillot direct. C'est vrai. Et, des 3 du milieu, c'était peut-être le plus discret, celui qui se montrait le moins, mais on sait que chez plein de gens, il a gagné vraiment le cœur et on l'a suivi. On l'a suivi et on le suivait même encore à Lens, donc on voyait que ça se passait pas bien. Donc forcément, il y a ce côté, il rentre à la maison, c'est la famille, quoi. Ouais. Donc c'est l'émotion. Puis quand on voit l'accueil de l'avion à l'aéroport, c'était jamais. Enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, mais moi j'ai jamais vu ça dans l'histoire du TFC. Pour un joueur comme ça, peut-être Beto Marsico à l'époque. Même quand les gars ils sont rentrés d'Annecy et qu'on allait au Stade de France, il y avait moins de gens que ça. Ouais. Je l'ai tweeté d'ailleurs. J'y étais à Annecy, on était 30 ou 40 à tout péter. Là, il y avait des centaines de mecs qui étaient là pour. Et ça s'est fait en plus en 1 heure et demie sur les réseaux où tout le monde s'est chauffé à y aller, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc c'est pour ça l'émotion elle est forcément forte, même si c'est un joueur qu'on pouvait pas apprécier spécialement pour certains, quand on voit la ferveur que ça a créé, on a envie de partager tout ça et on est fier de ça, quoi, parce que ça fait le tour de tous les réseaux. Même lui, c'est un mec plutôt discret, il s'exprime pas trop. Là, il est allé au contact des supporters, il a mis les écharpes et tout. Le bob, les lunettes. C'est ce qu'on attendait, quoi. La photo elle est incroyable. Ouais, Bob lunettes de soleil, la photo elle est incroyable, mais c'est sûr que c'est un événement, surtout que le mercato, on pensait tout ce que c'était fini. On en a vu, on voyait qu'il avait pas bien à Lens et on avait de la peine pour lui, mais de là à ce qu'il revienne, c'était plus l'effet de surprise qui a créé l'émotion très très forte, quoi. Sans parler de sportif, vraiment le moment à vivre en tant que tel, je trouve c'était assez inédit. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé vivre et ça fait tellement plaisir, quoi. Mais ça, c'est un moment de vie. En fait, tout simplement, c'est au-delà du sportif, c'est quand même. C'était inattendu. Ça part quand même d'une vanne, on entend sur ça comme rumeur. J'ai donné même crédibilité que la rumeur de Laporte, pour dire. Et il revient, puis le revoir aussi heureux et tout. C'était plus qu'un moment de foot. Et j'avais lu un tweet qui était super intéressant. Je me rappelle plus qui l'avait mis, mais c'était un petit peu. Ça reconnectait aux émotions un petit peu de la Coupe de France qu'on a vécu. C'est un peu retombé le soufflet, on va dire. Et c'est le premier événement un peu touchant, marquant, qui dépassait le sportif, qui était plus dans l'humain depuis un bon moment. Puis quand on revoit les vidéos de l'accueil, même les joueurs, on voit entre eux qui sont contents. Encore une fois, il n'y a pas Siro sur les vidéos du TEF sur le retour. Mais après, oui, ça pose quand même des questions. C'est aussi... est-ce que c'est pas juste mettre la poussière sur le tapis et avoir le même problème dans un an? C'est dubitatif quand même. On va se poser les bonnes questions. Maintenant, on va essayer d'être un peu plus objectif. On a l'émotion, je pense qu'on est tous très heureux, tout le monde. Elliot, c'est vrai que je ne suis pas interrogé, mais content du retour de Stein? Ouais, ça fait plaisir. Après, bon, c'est sur le côté humain, ça fait plaisir, mais après on parlera du côté sportif où c'est un peu plus contrasté. Mais sinon, dans l'idée, ouais, ça fait plaisir de voir un joueur revenir comme ça. Il a été bien accueilli en plus par les supporters. Et je pense qu'il va quand même bien aider le club humainement. Sportivement, on est dans un 4-2-3-1, 3-5-2. On se cherche encore un peu. On n'a pas vraiment de dispositif type. On sait que Spearing est en difficulté à Lens avec ses deux milieux, on va dire, ses 2 récupérateurs. Nous, pour le moment, on joue avec ce système-là. Donc, première question, à votre avis, est-ce qu'on change tout pour lui ou on essaie quand même de le mettre dans cette situation à 2 et qu'il soit plus performant? T'en penses quoi, toi, Sacha? Déjà,
le statut qu'il a à Toulouse, on le connaît, mais sur le plan sportif, je pense qu'il n'y a aucun joueur dans cette équipe qui mérite qu'on change tout pour lui et qu'on s'adapte à lui. C'est un joueur, c'est important de le rappeler, mais il est en mal-être, quoi. Il est arrivé à Lens, ça se passait pas bien et c'est difficile mentalement de se remettre direct dans le droit chemin. Donc il y a des attentes qui vont peser sur lui, c'est sûr. Mais de là à le mettre direct au premier plan et construire ton milieu, ton équipe autour de lui pour le mettre dans les dispositions parfaites, je suis pas sûr qu'il revienne directement à son meilleur niveau, si jamais il y arrive. Et alors c'est un petit peu particulier ce qu'on voit tactiquement, parce qu'il y a eu des choses qui ont fait que je pense que si Sissoko il s'était pas blessé, on jouerait peut-être pas avec ce dispositif-là. On a vu un petit peu du bricolage, donc on a vu pendant la prépa beaucoup de matchs avec le milieu à 3 qu'on connaissait. Si on repasse là-dedans, il peut parfaitement s'intégrer. Maintenant, c'est vrai que on a vu qu'à Lens, quand c'était un milieu à 2, il avait plus de mal. On lui demandait pas forcément les mêmes choses qu'il avait l'habitude de faire avec Branco et Bibiche à côté de lui. Donc, c'est à lui de s'adapter. Maintenant, je pense qu'il est dans un environnement qu'il connaît mieux. Et si dans le groupe ça se passe bien, si mentalement ça va bien, il va se mettre au niveau des autres. J'en suis persuadé. On sait que le milieu de terrain, les places, coûtent très cher. Il coûte très cher. Il y a beaucoup de concurrence et tout le monde a eu sa chance, donc il l'aura. Et il va devoir se battre avec les autres. Moi, je lui ferai pas une place préétablie. On garde le même système pour toi et il doit s'adapter. C'est de lui de s'adapter. Ouais, moi je fais confiance au coach. Mhm. Je pense qu'il saura faire les bons choix. Et s'il voit que ça se passe mieux dans un autre système, il basculera. Mais dans un premier temps, je vois pas changer ses plans de A à Z juste parce qu'on a une nouvelle recrue, alors qu'il a pas fait la prépa avec le groupe, il connaît pas tout le groupe en entier, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Donc pour moi, c'est plus à Spearings de s'adapter que l'inverse, quoi. Tu penses quoi, toi, mon cher Vincent? J'aimerais pas être à la place du coach. Là, le problème, c'est qu'encore une fois, c'est un vestiaire à gérer, c'est aussi des égos à gérer, c'est aussi les messages que tu envoies. Si par exemple on parle du fait qu'il peut potentiellement être dans le groupe dimanche, c'est une bonne chose parce que c'est des problèmes de riches. Plus tu as de cartes à jouer, plus tu as de solutions et tout, pas de souci. Mais après, il va y avoir aussi, c'est un joueur de plus. C'est un joueur de plus sur un secteur où il y a quand même beaucoup de monde. Alors ok, on parle aussi de niveau et tout, donc c'est un milieu concurrentiel, c'est normal que le meilleur joue, que la meilleure équipe joue, mais il y a aussi gérer un petit peu les émotions de chacun. Donc le message que tu envoies à des joueurs qui sont là depuis pas longtemps, des recrues qui ont signé pour ça, ont signé pour jouer. Qu'est-ce que tu leur justifies sur le fait qu'on rappelle un ancien qui est censé limite remplacer et qui finalement revient pour te remplacer? Est-ce que ce serait pas du coup, pour aller plus loin, un petit échec du mercato aussi un des premiers échecs data ou du mercato du TEF? À lire comme on lit, non? À lire comme on lit, non. Après, bon, je pense que c'est de la com, mais un petit peu, il y a deux camps qui s'affrontent, quoi. T'as ceux qui sont plus dans le truc de se dire que c'est une opportunité. Le gars est pas bien, ça se voit. T'as la possibilité de le faire revenir, tu payes pas cher. Parce que c'est du bonus finalement, il était parti, il n'y avait aucun scénario dans lequel il pouvait revenir. Et tu as ceux qui sont plus dans le fait de dire que c'est limite un désaveu de Comolli parce qu'on n'a pas réussi à la remplacer et que c'est revenir sur un choix qu'il avait fait et finalement un petit peu perdre sa crédibilité ou je sais pas trop quoi. Enfin, je trouve que moi, si j'analyse le deal en tant que tel, c'est gagnant pour les trois parties, je trouve. Lens a besoin de le faire jouer parce que ça marche pas et qu'il aille ailleurs. Le TEF se renforce et pour lui, il sera mieux à Toulouse qu'à Lens. Moi, j'attends vraiment qu'est-ce qu'on va en faire de lui. Si on le garde ce même schéma, pour moi, les difficultés qu'il avait à Lens, il aura exactement les mêmes à Toulouse. Sur un schéma à 2, il n'a pas le profil pour. Repasser sur un schéma à 3, alors vu tous les mouvements qu'on a en plus, avec ballon, sans ballon, notre schéma tactique, il n'est pas figé, donc il pourra s'intégrer dans un moule. Moi, j'espère qu'on va repasser à un milieu à 3 avec une pointe basse. Je pense que même aussi ça peut libérer Siro, parce qu'on lui tape beaucoup sur la gueule, mais qu'un Siro à la place de Van den Boomen, de Jaegereux comme l'année dernière, enfin plus Van den Boomen, un sprint derrière en mode capitaine, le lapsus, en mode lieutenant, parce que l'année dernière le lieutenant de VDB c'est Spearings, et je suis pas sûr que sans Spearings Van den Boomen est aussi fort et vice versa. Siro, ça peut lui faire du bien, et après peut-être un mec un peu plus créateur, un Gelabert, un Schmitt, ou pour un mec peut-être un peu plus de box-to-box avec Assas, ça dépendra des adversaires qu'on va affronter, pourquoi pas. Mais si c'est un truc à 2, je vois pas l'intérêt. Après, ça veut dire que tu fais ça que pour la Ligue 1 et pas la Coupe d'Europe aussi. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à imaginer. À imaginer. Alors je pense que tu as dit, j'ai répète la place du coach, en même temps, c'est des problèmes de riches et tant mieux aussi. Totalement.
Mais il y aura de la concurrence, il y a beaucoup de matchs à jouer. Avec la Coupe d'Europe, il y aura beaucoup de matchs à jouer, donc c'est sûr que c'est pas plus mal. Mais là, à l'instant T, sportivement, j'ai bien sportivement, ça sent la fausse bonne idée, moi je trouve. Après, j'espère me tromper, mais 1000 fois, parce que on l'a déjà dit dans cette émission, moi, s'il y en a un des 3 que je voulais prolonger, c'était lui. Van den Boomen, il pouvait même partir au mois de janvier. Mais je trouve ça pue la fausse bonne idée. Je sais pas, c'est un prêt quand même. C'est un joueur qui est là pour une saison. Pour moi, je le considère vraiment ça comme un secteur où pour l'instant on est en difficulté. Il y a des joueurs qui sont amenés à progresser, mais c'est bonus. Personne s'y attendait et on a la possibilité de le faire. Donc je pense que pour moi, la fausse bonne idée, ça aurait été de ne pas le prendre. Et de dire ce qui est fait est fait et on le laisse là où il est. Tu as l'opportunité, oui, non, bien sûr. Mais pourquoi t'as pas fait dans ce cas, pourquoi tu n'as pas fait l'effort financier il y a 6 mois et pourquoi tu l'aurais eu pour la. C'est pas tout. Oui, on sait pas tout, mais tu aurais pu l'avoir pour la Coupe d'Europe. Là, tu vas l'avoir que pour la Ligue 1. Ça libère de la place. Oui, mais tu auras toujours les mêmes problèmes en Coupe d'Europe, du coup. Le même problème. Oui, bien sûr. Tu récupères. On a le cul entre deux chaises, on va pas se mentir. C'est pour ça que je te dis que. C'est à lui de s'adapter, quoi. Tu peux pas faire un système pour la Ligue 1 parce que on peut jouer à 3 parce que c'est là où il est le meilleur. Ouais. Et vu qu'il est pas là en Coupe d'Europe, tu rebascules sur autre chose, ça rime à rien. Ouais. T'as des réactions un petit peu? Pas mal de réactions aussi. Il y a Free Fly qui soulignait le fait que son poste de base était quand même 8, donc peut-être qu'il a des restes de ce poste en passage avant de Toulouse. C'est vrai. Peut-être. Donc on a Adam qui nous dit bien sûr qu'on est content, beaucoup d'émotions. Free Fly qui met satisfait oui et non. Un peu pour la même raison que Camille, mais aussi on va avoir un nombre de milieux important. Donc il les cite Jean Rose, Sierros, Spiring, Caceres, Gelabert, Schmidt. À voir comment Novel gère tout ça. Cher Elliot, je t'ai pas interrogé encore, pardon. Toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Est-ce que le recrutement, ça veut pas sous-entendre que le schéma tactique est mauvais, enfin, et pas adapté aux joueurs qu'on a, je veux dire, parce qu'on recrute un Spearings qui est pas bien, certes, mais le schéma tactique actuel, c'est un 4-2-3-1. Et on voit qu'à Lens, il n'était pas très bon dans ce schéma tactique. Ou est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va changer et on va repasser à 3 milieux pour mettre un Spearings, le remettre en forme? Je ne sais pas. C'est assez compliqué à déchiffrer pour l'instant. On ne l'a pas vu jouer, on ne l'a pas vu dans quel état il est. Mais après, oui, c'est un bon retour. Comme l'a dit Sacha, c'est une aide, on va dire. C'est un joueur en plus. Et puis, ça offrira plus de possibilités au coach. Mais après, est-ce que peut-être on s'enflamme pas un peu trop? Est-ce qu'on se dit pas que Spearings va un peu sauver la baraque alors qu'il est dans un mauvais état mental? Putain, j'ai du mal. Et non, je sais pas. Après, assez optimiste, mais il faut pas non plus se faire trop de bonnes idées. Et l'orthophoniste, il en dit quoi? Et je l'ai plus vu depuis 3 ans. On l'embrasse. On va avoir de la qualité là, pour reprendre les propos de Comoli qui nous disait qu'on aurait une meilleure équipe que l'année dernière. Est-ce que là, mercato fini, parce qu'on peut plus, à part un joker médical, il faudrait que qui est parti en Ligue 1, personne n'est parti en Ligue 1, donc on pourrait même pas recruter un joker médical en Ligue 1. Même pas, parce que c'est sur les gardiens en fait. J'ai vu le joker médical, je pense que c'était sur tout le monde. C'est blessure grave gardien, ou sinon, si joueur de chance, c'est qu'il soit blessé en sélection. Oh, ok. Ouais, ça a changé apparemment. Je pensais que c'était sur la durée de l'indisponibilité. Oui, c'est sur la durée d'indisponibilité, mais aussi, hors gardien, il y a aussi le fait que ce soit en sélection. Donc, pas concerné. Qui voulez-vous blesser en sélection? Horrible. Est-ce que Vincent Siro est sélectionnable? C'est gratuit, je suis désolé. C'est affreux parce qu'en plus je suis le premier à le défendre. Le mercato est fini. Est-ce que pour vous, cette équipe est meilleure que l'année dernière? Est-ce que vous pensez qu'elle est meilleure? Est-ce que vous pensez qu'elle est meilleure? Parce qu'on le saura dans un an, c'est la meilleure. Sacha? Moi, j'ai envie de croire que oui. Peut-être pas sur la qualité intrinsèque du 11 de départ, mais il y a un effectif plus fourni, il y a du travail à faire, il y a un groupe qui s'entend bien et je pense qu'on est mieux armé pour l'enchaînement des matchs qu'on l'aurait été l'année dernière. Intéressant. Je suis pas le même avis que lui, que Sacha. Du coup, okay, c'est les gens à la radio. Comme Fred, c'est bien. C'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est l'impression qu'il y a plus de cohésion, ouais, que les joueurs marchent mieux entre eux, qu'il n'y a pas forcément individuellement plus de qualité, mais le collectif fait que ça va nous élever un peu plus. Après, par contre, à voir avec des compétitions majeures à jouer. Écoutez, on verra bien. En tout cas, on a de très belles échéances qui vont arriver et on va suivre ça de près. Pour finir, on a des inquiétudes sportives, on se pose pas mal de questions, mais ce qui est un petit peu normal. Mais c'est quand même une très bonne chose que Stein revienne. On est tous très contents. C'était, je pense, le meilleur, peut-être pas le meilleur, le plus régulier sur les 3 dernières années. Il n'y a pas photo, même si Van den Boomen nous a éclaté de son talent. Des Jaegereux était aussi très bon et plein d'autres, mais lui c'était quand même le plus régulier à chaque fois, toujours au rendez-vous. Le revoir à Toulouse, ça fait quand même plaisir.
Après, bon, on verra bien ce que pourra. Je suis pas sûr que la sécurité de l'aéroport soit d'accord avec toi là. Sur être content du retour, ni les gens qui sont descendus de leur vol et qui n'ont pas compris ce qui se passait autour d'eux. Il y en a, ils ont dû rigoler quand même. Il y en a, ils ont dû se marrer. On va suivre ça de près. La petite stat qu'il faut faire attention, c'est que les cartons jaunes ne sont pas remis à zéro. Et oui, il en a déjà pris 2 en moins de 4 journées. Et s'il en prend un avant la 10e journée, il sera suspendu automatiquement, ce qui a déjà été le cas d'ailleurs. Spiring était assez coutumier du fait sur les 2 dernières saisons. Messieurs, on va enchaîner, on va recevoir notre invité, on va parler de la D3 féminine et du championnat féminin. Matao, rentrée, je en rouge, il va tenter quand même la frappe, et derrière Ça a coupé. Je pense que ça a coupé, mon cher Elliot, il faut le rappeler, c'est pas grave. On va le rappeler, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va meubler un petit peu parce qu'on adore meubler. J'ai de quoi faire. Allez, c'est parti. Guillaume Rest a été désigné donc pépite du mois c'est vrai. par la Ligue 1. C'est sorti cet après-midi, juste avant l'émission. Donc Shaibi, il avait été 2 fois, si je ne me trompe pas, ou même 3 fois l'an dernier. Donc voilà, un nouveau Toulousain qui est nommé. Il était même pépite de la saison, si je dis pas de bêtises, de Shaibi. Oui, aussi. Par contre, je ne connais pas le classement de qui y bat, mais bon, c'est quand même aussi une récompense de plus. Ça montre aussi quand même son sacré début de saison, avec aussi la récompense de passer avec les espoirs. Du coup, il part à Francfort à la fin de la saison aussi ou pas ? Mais on a déjà vu sa cote qui a augmenté, donc il intéresse automatiquement, il intéresse. Je pense que c'est bon normalement. Nous avons Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir messieurs. Antoine Gérard, donc coach de la D3 féminine. Comment ça va déjà pour commencer ? Très bien. La compétition arrive ce week-end. Très bien. Et oui, ce week-end, c'est le début du championnat pour la D3 avec un déplacement à Clermont, une équipe déjà affrontée d'ailleurs la saison précédente. Comment vous abordez ce début de championnat ? Enfin, ce championnat même, tout simplement. Bon, avec beaucoup d'ambition. Hein. On est tombé en D3 cette saison après une saison de D2 à 2 visages. On a à cœur de pouvoir revivre à ce niveau-là à court terme, donc on s'avance avec ambition dans la saison. Le groupe a pas mal bougé pendant le mercato, on a vu beaucoup de départs, mais aussi beaucoup d'arrivées avec des joueuses qui venaient aussi particulièrement de D2, de D2, et du coup un groupe assez homogène. Comment se passe l'intégration des nouvelles recrues ? Très bien. On triche un peu sur le mot recrue parce qu'il y en a 2 qui étaient déjà au club avant. C'est vrai. Donc elles connaissaient déjà un petit peu le contexte du club, donc elles se sont très bien intégrées. Et puis celles qui sont arrivées en portant un peu les mêmes valeurs que le reste du groupe, donc ça s'est fait très naturellement et très rapidement. On a vu qu'il y a eu quelques matchs de prépa, on a suivi ça surtout grâce au super compte Toulouse FC Féminine sur Instagram. Est-ce que vous êtes content est-ce que ça vous a donné satisfaction ces matchs amicaux ? Oui, ça a été bien. Après, si on prend le résultat brut, on sort de là en se disant le TFC a battu que des équipes de D2 en prépa. Je pense que il faut être modéré là-dessus parce que à chaque fois, surtout sur les 2-3 premiers matchs de prépa, les équipes ont souvent tourné, hein, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. La règle est la même, donc les équipes d'une mi-temps à l'autre sont assez mixtes, donc tout dépend de l'homogénéité d'un groupe de joueuses assez large. Je dirais qu'on a malgré tout fait de bons matchs en montant en puissance au fur et à mesure, et puis on a été joué contre une équipe de D3, La Roche-sur-Yon, le week-end dernier. On a eu notre première défaite de la prépa. Et puis finalement, on sort de là en se disant que c'était peut-être bien justement de bloquer maintenant, de se rendre compte un peu de ce qui nous reste à travailler avant d'aborder la compétition. Par rapport aux matchs amicaux, est-ce que du coup vous avez pu faire retourner un peu voir tout le monde et avoir déjà une première idée de qui va commencer la saison, ou c'est d'abord le groupe et on verra en fonction des matchs ? Ouais, ça a été longtemps le groupe. De manière générale, il n'y a que vraiment le week-end dernier où on a emmené un groupe un peu plus réduit. Sinon, les filles avaient globalement un temps de jeu similaire, en dehors de celles qui ont eu des pépins physiques. Donc ça s'est dégagé. Il y a un groupe qui s'est dégagé un petit peu le week-end dernier et qui va se dégager un petit peu sur le premier match de compétition dimanche. D'ailleurs, tant qu'on vous a au téléphone, on a vu qu'il y a eu un changement de nom par rapport à la régionale, donc la R1 qui est devenue les U23.
C'est par rapport à la FFF, la Ligue, ou c'est une volonté du club aussi d'avoir appelé ça comme ça? Non, c'est plutôt une politique de club parce que on se projette avec le club sur une création de centres de formation féminin dans les années à venir. Ça existe chez les garçons, ça n'existait pas jusqu'ici chez les filles. Ça voit le jour cette année. Et il n'y a que les clubs de D1 à Arkema qui sont éligibles à l'ouverture d'un centre à la rentrée. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui vont ouvrir ou qui ont déjà ouvert. Et les équipes de centres de formation, les équipes réserves des clubs qui ont un centre de formation devront être U21. Donc en fait, on prépare la transition en essayant d'aller vers la création de ce centre à moyen terme. Et c'était important que notre équipe réserve se rajeunisse pour qu'au fur et à mesure, on aille vers ce projet. Ça serait quelque chose de commun avec les garçons, ou carrément un autre centre de formation totalement nouveau totalement nouveau? Ouais, le cahier des charges dont on a pris connaissance la saison dernière montre qu'il va falloir quand même qu'il y ait des lieux séparés, bien distincts entre les filles et les garçons, sinon on ne respecte pas les cahiers des charges. Mais je pense que pour faciliter aussi la création de ce genre de structure pour les clubs, essayer de mutualiser avec les ressources des garçons sera positif, quoi. Je pense qu'il y aura quelques éléments qui pourront être mutualisés. Surtout que le centre de performance qui va naître dans l'année à venir au TFC, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose de sympa si tout le monde peut en profiter aussi. Oui, même si je pense qu'il a vocation plutôt à servir pour l'équipe professionnelle. Bien sûr. Mais la création de ce centre de performance va engendrer potentiellement aussi des structures qui vont rester sur place. Je pense au centre technique actuel des professionnels. Il y a des éléments qui pourront être réutilisés soit par la section féminine, soit par l'académie. Et je pense que le club essaie d'avancer comme ça. S'il y a quelque chose qui est créé de nouveau, ce qui était doit peut-être servir à une autre entité du club qui bénéficiait pas d'une structure intéressante, ou intéressante en tout cas structurée avant. Donc ça va plutôt dans ce sens-là et c'est positif. Et bonsoir Antoine, j'avais une question par rapport à la préparation de la saison. Est-ce que vous avez pu échanger avec le président Comolli? Est-ce qu'il vous a donné des objectifs pour cette saison? Alors le président Comolli rencontre les responsables de chaque entité du club une fois par semaine. Donc on n'échappe pas à la règle. On est dans son bureau toutes les semaines. Et le président Comolli veut être au courant de tout ce qui se passe à tous les étages du club. Et il est, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement ambitieux. Que ce soit pour les garçons ou pour les filles, c'est la même chose. Et je pense que cette ambition-là a engendré les résultats qu'on a vus ces 2-3 dernières saisons. Donc nous, on a comme objectif de remonter en D2. On avance dans cette saison avec cette volonté-là. Les filles, elles avancent avec cette volonté-là. Et le président, comme nous tous et toutes, on a envie de vivre une émotion positive cette saison. Alors bien évidemment, ce sera pas simple parce qu'il n'y a qu'une seule montée dans le groupe, mais on a vraiment envie d'atteindre cet objectif et on va essayer de travailler très dur pour y arriver. On a vu que Célène Altunkulak est restée après son titre de meilleure joueuse de D2. Nous, de l'extérieur, on a senti comme un message fort envoyé aux autres, comme quoi le TFC aussi savait garder ses meilleures joueuses et allait vraiment se battre justement pour cet objectif de monter en D2. Ouais, clairement le fait que Célène reste était un élément très encourageant pour de manière générale les joueuses qui restaient aussi, ou les joueuses qui potentiellement pouvaient arriver au sein de la structure. C'est que c'est un message important envoyé au championnat. Après, moi, c'est dur c'est dur d'avoir la pression concentrée sur une seule personne, une seule joueuse. Célène, elle a performé énormément la saison dernière et elle a élevé le niveau de l'ensemble de ses coéquipières autour d'elle. Mais je pense que il faut absolument qu'elle soit aussi soutenue et relayée par les joueuses du groupe cette année, et que on n'avance pas en se disant qu'il n'y a que Célène Altunkulak qui peut faire gagner l'équipe. Je pense que c'est important de réussir à profiter de l'engouement qu'il y a eu l'année dernière et du fait qu'elle ait permis à ses coéquipières aussi d'élever leur niveau de jeu pour que les éléments soient plus homogènes cette année. Oui, c'est un élément, on va dire, c'est un élément fort parmi tant d'autres qui devra répondre présente
comme toutes les autres joueuses aussi, pour accéder à l'objectif final qui est la montée. Nous, de l'extérieur aussi, encore une fois, on a l'impression qu'on a un peu, pas les grands favoris, mais qu'on a un peu l'ogre quand même de cette D3. Est-ce qu'on s'enflamme ou ça peut être le cas quand même? Alors, moi, je pense que sur le papier, en fait, je comprends ça sur le papier, puisque on a gardé globalement toutes les joueuses qu'on souhaitait garder sur l'effectif de l'année, hormis une ou deux joueuses qu'on choisit pour leurs études de partir potentiellement à l'étranger aux États-Unis, mais sinon on avait la volonté de conserver la structure, et en plus de réussir à conserver la structure, on a réussi à faire venir des joueuses qui ont un vécu important de la division supérieure. Donc forcément, je comprends, et ça nous met sans doute un petit peu plus de pression, mais je crois que c'est pas toujours l'équipe qui est vue en tête qui finit en tête à la fin. Donc je préfère me dire que c'est très homogène, et je le pense, parce qu'il y a des équipes qui se sont renforcées aussi, qui font beaucoup moins de bruit que nous parce qu'elles n'étaient pas forcément au niveau national l'année dernière, ou elles n'étaient pas en D2 l'année dernière, et pour autant je pense qu'elles vont avoir leur mot à dire pendant toute la saison. Donc c'est notre régularité qui fera la réussite de la saison. Bon, on va changer les termes, on va dire qu'on est juste outsider. Comme ça, au moins, on sera sûr de terminer le premier. Voilà, c'est ça. Qu'on fasse partie des favoris, ça va. Qu'on soit le seul favori du groupe, non, je pense pas. Vous voyez qui comme autre favori du coup dans ce groupe? Je pense que les équipes qui descendent de D2 comme nous ont emmagasiné l'expérience du niveau national au même titre que nos jeunes joueuses, donc elles seront difficiles à jouer, et je pense que les équipes qui montent de R1 féminine l'année dernière sont dans une dynamique positive. Elles ont vécu des émotions qu'on a vécues nous il y a 2 ans quand on a réussi à monter en D2 après le barrage contre Monaco. On a démarré la saison, on était encore là-dedans, on a eu un début de saison plutôt positif avant d'avoir un moment très compliqué, mais cette dynamique positive à l'intérieur d'un groupe, elle est très importante aussi pour vivre une saison positive. Dimanche, l'ouverture du championnat, ça se passe à Clermont. Comment vous abordez le match de dimanche? Clermont qu'on avait affronté, qu'on a déjà affronté l'année dernière. Comment vous abordez ce match? Je pense que Clermont, typiquement, est une équipe qui a bougé un petit peu, mais qui a gardé globalement une base solide et un socle solide. Le coach est là depuis longtemps, il connaît bien le groupe, il connaît bien les joueuses, il connaît bien le club. C'est un adversaire qui nous a battus l'année dernière. Donc on aurait pu jouer une équipe moins prête au niveau des 3 nationales pour le premier match. Donc c'est très bien parce que c'est un premier test très intéressant. En plus, les Auvergnats, ça ne réussit pas à Toulouse en général. Entre la N2 qui perd face à Chamalières, nous qui faisons 2-2 face au Clermont Foot chez les mecs, on espère que les filles vont relever un petit peu tout ça et vont nous ramener un joli résultat d'Auvergne. On va essayer d'équilibrer la balance. Ouais, ça serait bien. Bon, en tout cas, plein d'ambition pour cette saison et ça fait plaisir. Par rapport aux horaires de match, est-ce que pour le calendrier, est-ce que ça sera toujours les dimanches comme la saison dernière, ou il risque d'avoir quelques nouveautés? Alors l'horaire de base fixé par la fédération, c'est 15h. Ouais. Donc on devrait rester la plupart du temps à 15h. Après, il y a quelques aménagements. On demande parfois à jouer le samedi soir quand c'est possible. Donc ça pourra arriver que parfois on bascule à 18 ou 20h, mais la majeure partie du temps ce sera 15h le dimanche. Et puis c'est aussi en début de saison énormément dépendant de la Coupe du Monde de rugby, organisée sur les installations du stadium. Par exemple, on va être obligé, je pense, de délocaliser notre premier match à domicile de la saison contre Cannes, puisque là c'est pas la Coupe du Monde de rugby, mais c'est les pros qui jouent en même temps que nous. Donc on s'adapte. Les lieux peuvent changer. Et un petit baissé de rideau. Et un petit baissé de rideau comme la saison dernière contre Nice, on l'espère. Bah ouais, ça serait bien. Les joueuses l'espèrent, le staff aussi. Je pense que le président a envie, mais c'est dépendant de pas mal de facteurs. Déjà, il faut que la LFP puisse programmer les matchs à 13h pour que le baissé de rideau puisse exister. Parce que si c'est 15h, 17h45, c'est une horaire un peu tardive pour jouer, sachant qu'il faut toujours un delta pour que les jardiniers puissent remettre le terrain un petit peu en place. Donc voilà, si l'opportunité se présente, je pense qu'on la saisira parce que tout le monde a envie. Et il faudra juste que ce soit le cas. Bon, bah super. En tout cas, merci beaucoup Antoine d'être passé nous voir ce soir.
On va croiser les doigts, on va suivre ça de loin. Du coup, dimanche, on ne pourra pas venir à Clermont, mais on va suivre ça de près. Et bon match en espérant qu'on ramène les 3 points d'Auvergne, quoi. Merci beaucoup, merci à vous, merci pour l'invitation. Je suis assidu, sur certaines périodes très assidu à la feuille de match, donc merci beaucoup de parler de manière générale des jeunes, garçons, filles et de l'équipe Fagnon féminine, et j'espère vous voir très souvent au bord des terrains cette saison. On va essayer d'en faire un maximum. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est prévu, c'est samedi prochain, comment Oui. ça Oui, ça. Vincent m'en a parlé il y a 3 jours, il m'a dit tiens, il y a les féminines qui jouent ce week-end là, on pourrait aller les voir. Donc tu vois, on l'a déjà prévu. Le week-end prochain? Non, Enfin, pas dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Le week-end prochain, c'est un derby contre Colomiers. Moi, géographiquement, vous n'êtes pas très loin. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça, tu vois, c'est ça, c'est Colomiers. on s'y perd. Mais oui, c'est noté, nous on sera là, on viendra au bord des terrains. On vient pas voir tous les matchs, j'avoue, c'est vrai, je vais pas mentir non plus, mais on essaie de faire quand même quelques-uns. Mais c'est très bien. Merci beaucoup, Antoine. C'est plaisir à voir les filles, c'est très bien. Merci à vous. Bon match et bon week-end, et on débriefera, on espère une victoire mardi. Merci. Ciao. À bientôt. Merci. C'était Antoine Gérard, du coup le coach de la D3 féminine qui entame son championnat dimanche. Tu sais, je t'ai déjà posé la question, je m'en souviens plus. Tu suis un petit peu les féminines quand même ou pas? J'essaie de suivre toutes les équipes du club de manière générale, Oui, sur les résultats. Après, féminine, j'ai été les voir jouer, mais 2 fois max, quoi. En général, quand j'ai le temps, je préfère plus aller voir les jeunes. 17, les U19, parce que voilà, mais c'est vrai que c'est bien il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les pousser vers le haut. Donc ouais, si j'ai l'occasion, je vous accompagnerai. Intéressant cette chose aussi avec les U23, là, comme quoi on se projette sur un futur centre de formation. C'est-à-dire qu'on se projette surtout sur une montée en D1 et pas qu'en D2. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais on veut aller un peu plus loin. Si, c'est bon. On veut aller un peu plus loin. C'est pas bon, ok, bon, c'est pas grave. On va enchaîner du coup avec la preview OMTFC, donc le match de ce dimanche entre Marseille et Toulouse. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. C'est la débandade. Marseille-Toulouse, donc la présentation de ce match. On va recevoir Naïm Tarbi, supporter de l'OM, qui organise des spaces en mode boss avec Bilal, que nous avons reçu l'an passé, lui qui appartient à la Minute OM. Messieurs, pour ce match, donc nous aurons François Le Texier en arbitre principal. Un match avec guichet fermé, 70 000 personnes. Ismail Assar, et pas India, j'ai dit de la merde tout à l'heure dehors. C'est Ismail Assar qui sera absent. Nous, on sera au Danu. On vous donne rendez-vous au Danu dès 16h avec pour le concours de pronos, le quiz d'avant-match, le sécanto, le speaker, enfin tout ça, vous en avez l'habitude, plus les commentaires de match. Comment tu sens ce match, Sacha, là, dimanche là, pour reprise de trait international, on va direct au Vélodrome. Content parce que la Ligue 1 reprend, mais oui. On savait que ça allait arriver fort, le calendrier, et ouais, ça risque d'être assez compliqué. Je veux pas rappeler les mauvais souvenirs, mais l'an dernier, le déplacement à Marseille, je pense qu'on l'a tous très mal vécu sur le moment. Donc ouais, ça risque d'être compliqué. Après, ça reste un match de foot dans une Ligue 1 à 18 qui s'est resserrée. On sait que l'OM, c'est un club très ambitieux. Ils ont eu leurs problèmes à eux. Ils sont en Ligue Europa avec nous. Donc ils ont eu leurs propres objectifs ratés, ils auront encore de se racheter, mais ils font pas le début de saison rêvé qu'ils auraient voulu faire, je pense, non plus de leur côté. Donc ça va être intéressant d'aller là-bas. On sait que c'est très difficile pour Toulouse d'aller là-bas, mais faut prendre chaque match comme il vient, et on va pas commencer à se voir défaitiste direct. Il faut y aller pour ramener des points, quoi. Exactement. Mais écoute, on va recevoir notre confrère Marseille qui est Naïm. Comment ça va, Naïm? Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup déjà, c'est vraiment très gentil de m'inviter. J'espère que je pourrai répondre à toutes vos interrogations. Oui, normalement tu connais toutes les réponses. Je vais pas te mentir, ça va être, tu vas voir, c'est tranquille. Et déjà, est-ce que tu peux te présenter? C'est pas la plus difficile, celle-là, tu vois. Alors, donc, moi je m'appelle Naïm Tarbi, je suis à la base, je suis juste un passionné de foot et de l'OM. Et j'ai été entraîneur de la sélection ex-Marseille Université de foot féminin. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des gens qui sont un peu dans le milieu de même tout ce qui est space, YouTube, etc. Et voilà, j'ai commencé
participer à ce genre d'émission. Ok, bah super. C'est Bilal de la Minute qui nous a conseillé de t'avoir, donc on le remercie aussi, on lui fait un coucou. On va parler un peu sportif, on va parler un peu de Marseille. Marseille sur un début de championnat qui est comptablement parlant, on va dire, qui est bon, dans le jeu peut-être un peu plus différent, mais avec d'autres attentes. Vous, à Marseille, comment vous le voyez tout ça, ce début de saison ? Allô, oui, on a perdu notre ami ou notre ami Naïm ? Non, on n'a pas perdu. Est-ce que tu m'entends, Naïm ? Non, pas de... Donc, ok, on l'a perdu. Donc, on va le rappeler. Ce sont les joies de la technique. Naïm, ne t'inquiète pas, nous allons te rappeler de suite. Donc, le match à 17h05 sur Canal Foot. Bon, les Marseillais, ouais, bon, à voir ce qu'il va nous dire, mais c'est vrai que ça change de style de jeu déjà entre Marcelino et Tudor. On n'est pas du tout sur les mêmes principes, pas forcément les mêmes attentes non plus. Et bah après, à Marseille, ils sont habitués à avoir beaucoup de changements d'un côté sur l'autre depuis qu'à Longoria. C'est vrai. Ça bouge beaucoup. Donc, C'est vrai qu'on se plaint de nous avec on a changé toute notre équipe, mais quand tu regardes Marseille, c'est un petit peu pareil. Naïm, t'es de retour normalement. Oui, on a été... Désolé, ouais, ça nous arrive et on a des petits problèmes techniques des fois avec le téléphone. Je suis vraiment désolé. Du coup, J'ai rien attendu. Donc ouais, je vous disais que c'était très très compliqué parce que on était nombreux à être très emballés en fait par le jeu de Tudor. Oui. C'est-à-dire que c'est un jeu vraiment très agressif, qui laissait peu de temps à l'adversaire pour respirer, qui allait vraiment de l'avant. Donc c'est ce qui nous correspond vraiment au mieux. Et c'est vrai que on a un peu du mal en fait à visualiser pour l'instant ce que veut l'entraîneur. On a un bloc qui est coupé en deux, qui ressemble plus à un 4-2-4 qu'à un 4-4-2. Et surtout, il y a, ça change tout en termes d'agressivité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait très mal. Et donc, c'est vrai que on arrive avec très peu de certitude quelque part dans le jeu. Les seules certitudes qu'on a, c'est la qualité individuelle de nos joueurs, le potentiel offensif qui peut faire mal à n'importe qui. Mais c'est vrai que sur la durée d'un match et vraiment sur la maîtrise du contenu, pour l'instant, c'est pas très très rassurant. Le mercato a été assez mouvementé, bon, comme chaque mercato à Marseille, j'ai envie de dire aussi, mais il y a quand même de belles recrues qui sont arrivées. Est-ce que tu es satisfait, toi, de ce mercato côté olympien ? Alors, je suis vraiment désolé, mais j'entendais pas très très bien. J'ai juste entendu parler de mercato, mais... Ouais, juste répéter la question, pas de souci. Je te disais que le mercato était assez mouvementé et qu'il y avait de beaux joueurs qui sont arrivés du côté de Marseille. Est-ce que toi, tu étais satisfait de ce mercato ou pas forcément ? Si, clairement. Individuellement, il y avait de quoi être satisfait. C'est la qualité des joueurs en eux-mêmes, il n'y a rien à redire. Les postes sont doublés. On a corrigé un de nos principaux problèmes qui était le manque de vitesse éventuellement. On a fait quasi exclusivement des joueurs capables de prendre la profondeur, d'aller très très vite. Mais donc sur la qualité individuelle du recrutement, il n'y a pas trop de soucis, même s'il y a des divergences chez les supporters avec certains, par exemple, qui regrettent énormément quelqu'un comme Denis. Moi, personnellement, c'est pas mon cas, mais quand même globalement, à part ça, je pense que tout le monde était satisfait des recrues en elles-mêmes. Vraiment, le souci à l'heure actuelle, et j'ai pensé dire à l'heure actuelle parce que ça fait malgré tout que la journée. C'est qu'on ne voit pas l'idée directrice en fait de ce que veut faire Marcelino et on a l'impression que les joueurs sont un peu perdus et ne sont pas capables d'assimiler les contenus. Donc le gros problème il est là parce que individuellement sur le recrutement on est quand même assez satisfait en règle générale. Ouais, après il y a un temps d'adaptation, c'est un petit peu normal aussi. Oui, c'est sûr, mais bon, vous savez déjà qu'à Marseille, plus qu'ailleurs, oui. On est très exigeant, on ne laisse pas de temps. Et en fait, il y a aussi, je pense, un problème de génération, justement, avec des générations actuelles qui sont quand même beaucoup plus exigeantes en règle générale, beaucoup moins patientes. Et j'ai l'habitude de dire que, avant à Marseille, un entraîneur n'avait pas beaucoup de temps. Et qu'aujourd'hui, à Marseille, un entraîneur n'a plus de temps. C'est-à-dire qu'on a vu Tudor se faire tirer avant même la première journée. C'est vrai. On a vu Marcelino, il y a certaines personnes qui demandent sa démission après 4 journées. En fait, je pense que c'est devenu très excessif. Vous avez fait un recrutement made in Ligue des Champions. Il y avait un match qui était abordable face au Pana, un match que vous devez gagner 10 fois. C'est le gros échec de ce début de saison. Ou alors tu te dis, c'est pas bien grave, au moins en Ligue Europa avec une belle poule et on va essayer de faire un gros parcours en Ligue Europa.
c'est une question à laquelle il est très très difficile de répondre. Vraiment parce que tu as très bien résumé la situation. C'est que d'un côté, on sait qu'on a besoin de la Ligue des Champions financièrement, on sait qu'on a besoin d'y être régulièrement pour continuer sur le projet de Longoria, qui est très bon, hein, vraiment, qui nous maintient en haut du classement régulièrement. Et ça, on en a besoin. On perd en plus contre une équipe qui était vraiment très mauvaise. Et donc ça, c'est la réalité. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que il ne faut pas se voler la face. L'Europa League, c'est la compétition qui a la dimension de l'OM. Et moi, personnellement, mes souvenirs de 99, 2004 et 2018 sont extraordinaires. C'est des choses que je n'oublierai jamais. C'est 3 finales de Coupe d'Europe. C'est une Coupe d'Europe. Que ce soit la Ligue Europa, la Conférence ou la Ligue des Champions, c'est une Coupe d'Europe. C'est des émotions qui sont belles. Les conférences, c'est encore un cas à part. Oui, alors pour Marseille, oui, mais parce que c'est pas dans votre standing, j'ai envie de dire, mais ça reste une Coupe d'Europe aussi. C'est quand même des coupes qui. Il n'y a aucun club français qui l'a jamais gagné. Oui, c'est vrai. C'est quand même juste hallucinant. Et franchement, moi, en 2018, ça m'a vraiment fait mal parce qu'on n'a jamais été aussi proche de la gagner. Et vraiment, j'ai espoir qu'on fasse un très beau parcours cette année. Donc ça compense, mais bon, ça reste un échec. Après, il y a une chose aussi qui a été mieux vraiment. Alors, bon, j'imagine que tous les supporters vous disent la même chose, peu importe les équipes. On a toujours l'impression d'être floué par l'arbitrage, etc. Mais honnêtement, sur le match du Pana, c'était quand même... en tant qu'extérieur, je te l'accorde. Ouais. Je te l'accorde. Donc ça a atténué un petit peu la déception, en se disant que quand même, au match retour, on a fait ce qu'il fallait pour se qualifier. Ce qui est d'ailleurs encore à l'heure actuelle notre match référence de début de saison, c'est le match du Pana, le match retour. C'est vrai. Les objectifs cette saison pour Marseille, c'est quoi? C'est d'aller titiller le PSG et d'essayer d'être champion, de juste aller en Ligue des Champions, de faire un gros parcours en Coupe d'Europe, gagner peut-être une Coupe de France. C'est quoi les objectifs annoncés, on va dire, par la direction? Est-ce que toi, en tant que supporter, t'aimerais? Alors, moi, j'ai toujours dit que le jour où Mbappé quittera le PSG, on pourra commencer à avoir comme objectif, en début de saison, en tout cas de ne pas commencer la saison en se disant l'objectif, c'est la deuxième place. Tant qu'il sera là, la réalité, c'est que malheureusement pour nous, il fait vraiment beaucoup trop de différence dans les matchs où ils sont en difficulté, et on l'a encore vu dans le début de saison. J'ai vu le match contre Lorient, j'ai vu votre match contre Paris. Et la réalité, c'est que tant qu'il n'est pas sur le terrain, il n'y a quasiment aucune action pour Paris. Et qu'à peine rentré, il provoque un penalty qui transforme. Donc voilà. Honnêtement, l'objectif clair et net, c'est la deuxième place. Et je pense que c'est la même chose pour la direction, même si on venait à finir 3e, maintenant qu'elle est qualificative directement, il n'y aurait pas de drame. Et le petit plus, vraiment, clairement. Alors moi, je ne suis pas obsédé par les titres, comme on peut l'être. Pour moi, c'est vraiment les émotions et la beauté d'une saison qui prédominent. Donc, bien sûr que j'aimerais qu'on gagne la Coupe de France, mais honnêtement, à choisir, je préfère aller voir en Coupe d'Europe, parce que l'histoire retient vraiment beaucoup plus les performances en Coupe d'Europe qu'en Coupe de France. C'est vrai. Le joueur à suivre cette saison à Marseille, c'est qui? Je pense qu'on peut mettre une petite pièce sur Muguet. Ouais. Donc, si vous avez pu déjà commencer à le découvrir sur certains matchs, c'est un joueur camerounais qu'on a ramené directement de là-bas, donc qui est en poste de formation à l'OM, et qui a une qualité rare que, personnellement à l'OM, je n'ai vu qu'une fois, qui était Franck Ribéry, c'est la double accélération. C'est-à-dire vraiment d'être capable d'accélérer dans la foulée de sa première accélération. Il va très très vite. Et par rapport à ce genre de profil, comme on a connu énormément en Ligue 1, des liens rapides mais qui ne maîtrisaient pas trop leurs pieds, on sent quand même que lui, non seulement il a une bonne conduite de balle, mais en plus il donne l'impression d'être capable de donner le bon ballon à la sortie. Ça, on l'a surtout vu sur les matchs amicaux. Et c'est ce qui fait toute la différence. Nous, on a eu un joueur dont vous vous souvenez très certainement, puisqu'il avait marqué contre vous, si je ne dis pas de bêtises, c'est Radoni. Oui. Et Radoni, c'était un joueur qui allait à 6 000 à l'heure, mais qui était clairement incapable de prendre une bonne décision à la sortie d'un dribble. Des joueurs comme ça, il y en a des centaines. Et je pense que l'idée, il a ça en plus. Donc, la grosse cote, je pense, à suivre à l'OM cette année, c'est lui. Et ça serait pas impossible que, sur la durée, avec les suspensions, les méformes, il devienne un joueur important, voire un titulaire. On va suivre ça de près, du coup. Même pour les petits MPG, c'est peut-être pas mal. Ça doit pas coûter bien cher en plus. Pour finir, avant qu'on passe au prono, quel est ton regard toi, sur le TEF depuis Marseille? Qu'est-ce que tu penses du tout Football Club et quel regard tu as? J'ai eu l'occasion de voir plusieurs matchs l'an dernier. Cette année, j'ai juste vu le match de Paris et
les autres matchs, je les ai vus en multiplex, donc quand on regarde en multiplex, on sait que on n'a pas forcément une très bonne vision du match. Alors, de ce que je peux vous dire, mais bon, voilà, comme je vous dis, il faut avoir plus de matchs pour avoir une meilleure vision. J'ai quand même l'impression que le joueur clé, c'était comment il s'appelait, Van der Boomen. Voilà, vraiment, parce que c'est pareil, c'est des joueurs rares, c'est-à-dire que dans le foot actuel, les joueurs qui sont capables de faire la différence par la passe, il n'y en a quasiment plus. Voilà, c'est souvent c'est des accélérateurs de jeu avec le ballon ou des sprinters, mais des joueurs comme lui, comme TJ Savanier aussi d'ailleurs, qui sont capables de faire une passe de 30 mètres, de casser des lignes, de trouver des intervalles. Et ben il y en a plus beaucoup, et quand on a eu un joueur comme ça, c'est souvent très très difficile de remplacer. J'ai l'impression, de ce que j'ai vu, que c'est un peu ce qui vous manque. Il manque un peu cette transition à la récupération du ballon pour aller plus dur à l'avant. Et j'ai aussi un peu l'impression, et ça vous allez me confirmer ou m'affirmer, mais que vous manquez un peu de vitesse devant. Alors c'est Dalinga, votre attaquant, c'est ça? Oui. Voilà, je sens que c'est un bon joueur, c'est un renard des surfaces, oui. C'est un joueur qui a une certaine technique, mais bon, ça devient plus compliqué de prendre la profondeur, de prendre les espaces. Et ben on sait qu'en France, les défenseurs sont souvent très rapides, très athlétiques, et du coup ça risque d'être compliqué d'exister pour un joueur comme lui, même si je crois qu'il a fait une bonne saison comptable. Oui, il a 17 buts la saison dernière, je crois, toute compétition confondue. Pour une première saison en Ligue 1, c'est quand même pas dégueu. Ouais, mais après, c'est un mec de surface, tu l'as très bien dit. Voilà, c'est ça. Et il a marqué 16 buts en une touche de balle, je crois, si je dis pas de bêtises. Le problème, c'est que je pense que maintenant, avec la victoire de la Coupe de France, avec la belle prestation de l'an dernier, vous allez être un peu plus attendu, et qu'il aura peut-être, il sera peut-être plus compliqué pour des joueurs comme lui qui ont plutôt l'habitude de marquer en se faisant oublier. Donc voilà, j'ai un peu l'impression, je connais pas tous nouveaux joueurs, mais que vous avez un petit peu perdu en qualité quand même. Mais bon, après, c'est votre mode de fonctionnement avec la data, avec des joueurs qu'on ne connaît pas et qui risquent de se révéler. Donc voilà, ça c'est vraiment sur un premier coup d'œil. J'ai un peu l'impression qu'il y a eu une perte de qualité, mais on risque d'être surpris encore une fois avec les joueurs que vous êtes capable de ramener. On va passer au prono, on terminera par toi Naïm. On va commencer par Elliot en cabine. Marseille-Toulouse à 17h dimanche, qu'est-ce que tu nous pronostiques? Mon côté objectif va dire Marseille 2-1. Je dois dire les buteurs marseillais ou pas la peine? Bon, c'est comme tu veux. Non, si mais tu les connais. Du coup, buteur toulousain, on va rester sur du classique Dalinga. Et voilà. Pareil, je suis obligé de dire Marseille. J'ai du mal à nous voir gagner là-bas, mais j'aimerais bien juste quand même voir un peu plus de jeu. J'aimerais nous voir marquer, avoir des frissons, quoi, toucher les attaquants, ce qu'on a du mal à faire. Donc j'irai plus sur un 2 ou 3-1 pour Marseille, et j'aimerais bien que le petit Donum marque un but. Je vais dire 2-1 pour Marseille aussi. Buteur côté toulousain, allez pour ouais, c'est compliqué. C'est ça le problème. D'aller pour une fois, peut-être Nicolas Hyssen de la tête, et pour Marseille, je vois Niang et Pagis. Pagis, c'est bon ça. Objectivement, je suis d'accord avec vous sur le 2-1, mais j'aimerais qu'on fasse un partout, ça serait beau. Comme tu peux le voir, on n'est pas du tout confiant, Naïm. Qu'est-ce que tu pronostiques, toi? Naïm, on a perdu Naïm? Non, normalement Naïm il est là. Oui, t'es là. Qu'est-ce que tu pronostiques, toi? Comme tu as pu l'entendre, nous on n'est pas confiants. Ouais, j'ai vu ça. Je vais dire 2-0 pour l'OM avec des buts de Vitinha et de Veretout. Je vois un match un peu plus que contre Nantes. C'est-à-dire, je pense qu'on va faire le même début contre Nantes et qu'on va être capable de finir un peu plus, mais ce sera encore pas assez satisfaisant, mais que malgré tout, il y aura la victoire au bout. Bon, en tout cas, merci beaucoup Naïm, merci d'être intervenu, et on te souhaite un très bon match dimanche et une belle saison pour l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup à vous, bonne saison aussi, et on se retrouve en Coupe d'Europe du coup. Parasamba, pas de soucis. Allez, ciao. Bonne soirée. Voilà messieurs, c'était Naïm, donc supporter de Marseille, pour ce match qui se déroulera dimanche. Et dimanche, nous, toute l'équipe de la feuille de match, on vous donne rendez-vous au Danu. Au Danu, il faudra y être à partir de 16h. Dès 16h, ouverture du concours de pronostics. Ce sera Elliot qui est en cabine là, qui va passer. Il va vous demander vos pronos, les buteurs toulousains. Il y aura un verre à gagner. Ensuite,
On vous donnera des petites feuilles de quiz pour participer à un quiz 7 questions. Celui qui a les meilleurs résultats des 7 questions remporte une boisson. Ensuite, on pourra faire le speaker du Danube. Sacha, je ne sais pas si tu veux te chauffer ou pas, commence à réviser, mais on peut devenir le speaker du Danube. Il faudra nous ambiancer tout le bar. Et enfin, on terminera par notre commentaire de match pendant 1h30 pour essayer de vous faire vibrer le plus possible sur cette rencontre entre Marseille et Toulouse. Donc tous au Danube dès 16h ce dimanche. Il faudra être là tout simplement. Merci à toutes et tous. Merci Vincent. Merci Camille. Merci Sacha. Merci à vous encore une fois. Et grand plaisir. Merci Elliot pour la technique. Avec plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent. On vous donne rendez-vous dimanche 16h au Danube à pas loin de François Verdier. Et on vous donne rendez-vous de suite sur le Space de Media Tolosa. Ouais. Allez, c'est parti. Normalement, il n'y aura pas de problème technique. Sinon, ce sera la faute à Siro. Allez, ciao, à mardi. Bye.